parle des enjeux de marché à présent avec Nourane Charer à mes côtés en plateau, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour Nourane. Bonjour Bienvenue, merci d'être là. Ouais, état des lieux de la situation, c'est vrai que le mois de mai est toujours un mois un peu particulier, mais on sent qu'il y a un peu plus de stress dans le marché, que les tendances sont un peu moins claires, que les dynamiques s'épuisent peut-être d'une certaine manière. On voit des poches d'exubérance qui se dégonflent assez violemment quand on parle des cryptos par exemple, mais pas que, on peut le retrouver sur des marchés plus traditionnels. On a le sentiment quand même que les investisseurs sont un peu désorientés. Comment est-ce que vous faites le tri entre ce qui apparaît comme du bruit, il peut y en avoir beaucoup, et le signal ou les signaux de fond que le marché continue d'envoyer? Alors, c'est vrai que sur les marchés financiers, déjà, il y a très peu de volume, donc on sent quand même les investisseurs assez indécis. Maintenant, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. On n'a pas eu une forte correction, on a eu une petite consolidation sur les marchés actions aux États-Unis ou en Europe de l'ordre de 3-4%. Donc, et cette correction, cette consolidation vient quand même après une hausse de près de 10%, quasiment ininterrompue depuis le début de l'année. C'est la première chose. Maintenant, si on veut un petit peu construire un scénario un peu constructif et avoir un peu plus de visibilité sur les marchés, il faut s'arrêter sur les éléments factuels, sur de l'analyse macroéconomique et sur de l'analyse microéconomique. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a globalement une maîtrise de l'épidémie dans les pays à plus fort poids économique. Donc, je mets effectivement de côté certains émergents. On a une reprise économique qui est solide et qui s'accélère. Et du côté des entreprises, on l'a vu sur la publication de résultats du T1 qui était exceptionnelle. On attend une croissance des bénéfices de l'ordre de 30 à 40% cette année et qui, même au-delà des effets de base, on attend une croissance de l'ordre de 20% par rapport à 2019. Donc, globalement, on a un environnement qui est très sain. Donc, c'est vrai qu'on a... les marchés financiers sont jamais non plus un long fleuve tranquille et on a effectivement des éléments d'inquiétude. Les éléments d'inquiétude, ils sont... on a deux éléments d'inquiétude. On a la valorisation des marchés. Ouais. Donc, effectivement, ils sont très chers en absolu. Attention, parce qu'en relatif, par rapport au marché obligataire, quand on regarde la prime de risque, en Europe, en tout cas, on est sur des niveaux de valorisation plutôt attractifs. L'élément qu'il faut aussi rappeler, c'est que la valorisation prix isolément n'a jamais constitué un facteur de retournement durable sur les marchés dès lors que les entreprises étaient solides. Donc, aujourd'hui... C'est pas parce que c'est cher, très cher, que ça doit forcément baisser. Non, surtout si effectivement on a un environnement de taux faibles avec une reprise économique solide et des entreprises qui ont des fondamentaux sains et solides. Donc si on est dans cet environnement de marché, la valorisation devient presque secondaire. Alors maintenant, ça nous amène à la deuxième inquiétude des investisseurs qui est le niveau des taux. Et donc indirectement, toute la problématique sur l'inflation. C'est une réelle problématique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la reprise est quand même largement perfusée, soutenue par les aides gouvernementales et financée par les banques centrales. Donc, si on a une problématique ou si on a en fait un changement de politique monétaire pas bien coordonné, on pourrait avoir des conditions de crédit qui remontent violemment et qui remettent en cause la reprise économique. Et de ce point de vue-là, vous êtes plutôt inquiète de voir la Fed très patiente, volontairement en retard. Est-ce que ça vous rassurerait de voir une Fed qui ne serait plus dans le déni peut-être de la situation de croissance, d'inflation, etc. Ou est-ce que vous préférez plutôt avoir une Fed encore très accommodante, y compris à la réunion du mois de juin prochain ? Alors là, il faut regarder effectivement le niveau d'inflation, puisque en fait, ça reste quand même un indicateur important pour les banques centrales. Le niveau d'inflation, bien évidemment, il est élevé, c'est indéniable. On a eu les chiffres en fait en avril, donc on a eu 4,2% de croissance de taux d'inflation à rythme annualisé sur le mois d'avril, et surtout l'inflation sous-jacente est ressortie à plus 3%, alors qu'on avait eu 1,6% au mois de mars. Alors, deux remarques. Le premier, c'est que ces chiffres-là, attention, ils sont assez volatiles et ne marquent pas aujourd'hui de tendance durable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Banque centrale américaine avait quand même largement anticipé ces problématiques de sortie de crise. Quand on regarde ce qu'elle avait annoncé, c'était quand même une mesure inédite. En septembre 2020, elle avait laissé tomber son objectif d'inflation à 2% en considérant que l'inflation pouvait rebondir au-delà de 2% sans que cela amène une modification de sa politique monétaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les banques centrales, aujourd'hui, il y a un focus sur la croissance et sur le marché de l'emploi. Donc, sur le marché de l'emploi, quand on regarde, on a quand même des taux de chômage qui restent
globalement élevés, donc qui sont à 6%, bien supérieurs au taux de chômage pré-pandémique. C'est la première chose. On regarde du côté, qu'est-ce qui se passe du côté de l'inflation salariale? Il n'y a pas d'inflation salariale généralisée. Donc, effectivement, on a des tensions de salaire sur certains segments de marché, mais globalement, sur l'ensemble des secteurs de l'économie, on n'a pas d'inflation salariale. Donc, par rapport à ça, finalement, la Banque centrale reste assez pragmatique, regarde les chiffres et se dit, le plus gros risque aujourd'hui que l'on ait, finalement, c'est c'est d'avoir une communication désordonnée, d'avoir une politique monétaire trop en amont, avant même que la croissance soit autonome. Ah ouais. Donc aujourd'hui, le positionnement de Powell, c'est vraiment un positionnement, je dirais, plutôt défensif et plutôt basé sur les éléments factuels. Aujourd'hui, la croissance, on ne peut pas dire que la croissance est autonome. Donc, et du côté du marché de l'emploi, on attend de voir un marché de l'emploi qui est plus équilibré et qui tendanciellement s'améliorera. Et de ce côté-là, je pense qu'il y a plusieurs erreurs que la Banque centrale pourrait commettre et on n'a pas l'impression aujourd'hui qu'on en prend le sens. C'est-à-dire, soit on a une politique monétaire plus restrictive, mais qui resterait accommodante trop tôt. Oui, c'est ça, moins accommodante. Moins accommodante, mais ce n'est pas une politique monétaire restrictive, donc moins accommodante trop tôt, donc au risque effectivement d'engendrer une hausse des conditions de financement qui viendrait déstabiliser la dette publique, l'endettement des ménages, etc. Ou alors avoir une politique monétaire trop tard avec une mauvaise analyse de l'inflation. Ouais. Et finalement, je pense que le plus gros risque, c'est d'avoir une politique monétaire trop tôt aujourd'hui. Au vu, on est quand même dans une sortie de crise inédite, donc l'analyse de la sortie de crise reste quand même assez fragile, même si la sortie de crise est bien, enfin, la reprise est solide. Mais attention, la communication aujourd'hui semble plutôt cohérente et normalement, on le voit bien aujourd'hui dans les minutes de la Fed, etc. Ça suit quand même une logique qui repose sur des éléments très factuels. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que évidemment en début d'année, au cours du mois de février, on regardait le 10 ans américain là tous les jours qui grimpait jusqu'à 1,75% et plus, je crois que c'était fin mars. Et puis depuis, en fait, le mouvement s'est non seulement calmé, mais on voit des taux américains stabilisés à 1,65%. Je rappelle qu'avant la pandémie, il faut s'en souvenir quand même, début d'année 2020, on était à 1,90 sur le 10 ans américain. C'est-à-dire qu'on n'a même pas retrouvé les niveaux qui prévalaient avant le choc pandémique. Le marché obligataire semble très serein finalement par rapport aux autres mouvements qu'on peut observer sur les marchés. Oui, je dirais que c'est presque la seule incompréhension qu'on ait aujourd'hui sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'on a effectivement une inflation qui est forte et on a une économie américaine qui va sortir de la crise sanitaire dès cette année en retrouvant ses niveaux de croissance de 2019 dès cette année. Et on reste en fait avec des taux longs aux États-Unis qui globalement semblent plafonner autour des 1,65%. Et donc même si la Fed doit rester patiente, vous dites qu'il y a quand même peut-être encore un peu de place sur les taux d'intérêt. Ça restera un niveau bas de revenir, ne serait-ce que sur les 1,90 d'avant la crise pandémique. Oui, mais je pense qu'effectivement, ce serait plus logique d'avoir des taux long terme qui avoisinent les taux de 2019, puisqu'en fait, on va retrouver ces niveaux de croissance. Ouais. Maintenant, ce qui est important et ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que même avec des politiques monétaires moins accommodantes, si la Banque centrale coordonne bien en fait sa communication, on va rester dans un environnement de taux faible. Donc ça va continuer à soutenir en fait l'économie, les agents économiques avec une reprise solide. Donc ça, c'est plutôt favorable pour les marchés actions. Oui, c'est ça. C'est cette conviction-là qui donne un cap pour l'investisseur ensuite, Nourane. Ça donne un cap. Alors après, il y a quand même un changement, il y a un changement de paradigme qui est important, notamment pour les fonds qui sont diversifiés. C'est que pendant 10 ans, il y a eu ce moteur de performance obligataire. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Donc même si on n'anticipe pas une remontée très forte des taux, sur les 10 prochaines années, on sait que en fait, les taux vont graduellement remonter. Il y a plus à perdre qu'à gagner sur l'obligataire. Il y a plus à perdre qu'à gagner sur l'obligataire. Donc maintenant, il faut repenser l'allocation stratégique long terme sur les fonds diversifiés pour augmenter effectivement structurellement, stratégiquement en fait le niveau d'action et compenser ce moteur obligataire qu'on n'aura plus. Oui, c'est-à-dire que le fameux 60-40 ou 70-30, il va de plus en plus être tourné vers les actions. C'est ça, Nourane? Il devrait normalement, effectivement, et là on n'est pas dans l'analyse conjoncturelle court terme, on est vraiment dans une vision très long terme, très stratégique long terme. Effectivement, il va falloir, si on veut avoir les mêmes rendements
sur les portefeuilles diversifiés que par le passé. On ne peut plus compter sur la poche obligataire, donc il faut remonter effectivement le niveau d'actions dans ces fonds diversifiés. De manière assez immédiate, là, quel type de marché, quel type d'action, quel profil d'action est-ce que vous privilégiez aujourd'hui dans les allocations de vos clients, Nourane? Alors encore une fois, je pense que l'analyse des fondamentaux doit être au cœur du sujet. Et quand on regarde en fait les fondamentaux sur les entreprises de croissance, aujourd'hui les entreprises de croissance, globalement, sur certaines, on a gagné 2, 3, 4 ans de développement. Donc on garde en fait une solidité financière sur ces entreprises-là, des perspectives et une visibilité qui est très bonne. Quand on regarde les sociétés plus cycliques, peut-être l'hôtellerie, la restauration, l'aérien, là en fait on va retrouver des croissance normalisée pas avant 2023 et on n'a même pas de visibilité sur cette année. Donc effectivement, on a eu une rotation sectorielle en faveur de ces secteurs-là qui était plus due en fait à une baisse très forte de la valorisation qu'on a connue en 2020. Mais attention, parce qu'en fait, à un moment donné, on va connaître en fait un plateau sur les croissances bénéficiaires sur ces entreprises-là. Ce qu'il faut vraiment avoir, c'est continuer à investir dans des sociétés avec des croissances fortes, des croissances qui sont visibles et des croissances qui sont pérennes. Bon, EasyJet nous disait aujourd'hui, c'est une des compagnies qui s'en sort le mieux, on va dire. On va essayer de remonter jusqu'à 90% de notre trafic, de notre activité pour l'été. C'est-à-dire, ils ne seront même pas à 100% de leur capacité au cours de cet été, qui s'annonce quand même, en tout cas en Europe, comme une période forte d'activité. Merci beaucoup, Nourane. Merci d'avoir été avec nous pour parler du marché, des enjeux de marché, de la stratégie d'investissement aujourd'hui. Nourane Charer, directeur de la gestion de Mansartis, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.